bonjour, vous allez mourir. Votre corps va se décomposer pour retourner à la poussière, vous n'aurez plus d'interaction avec le présent, et même si vous croyez en quelque chose après la mort, dans suffisamment longtemps, plus personne ne se souviendra de vous, vous aurez totalement disparu du monde des vivants. Là, quand je dis ça, je sens qu'il y a un petit chat à l'intérieur de vous qui se fissure. Non, je veux pas qu'on m'oublie! Du grand cinéma. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour qu'on n'oublie jamais votre nom et que vous deveniez immortel. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester jusqu'au bout de cette vidéo. Abonnez-vous pour bénéficier de tous les conseils d'une historienne certifiée par l'histoire. Non, tous les conseils d'une certifiée, c'est un programme en 3 points clés. Abonnez-vous. Alors, vous êtes prêts pour entrer dans l'histoire ? Premier pilier, premier conseil indispensable, si vous voulez marquer l'histoire, il faut que vous soyez né dans une civilisation qui a l'écriture pour qu'on puisse graver dans la roche votre nom et vos exploits. L'écriture, c'était il y a grosso modo 5000 ans. Donc, s'il vous plaît, même si votre délire c'est la préhistoire, faites un effort, naissez dans les 5000 dernières années. Astuce, ça peut être une civilisation qui n'a pas l'écriture mais qui en côtoie une qui l'a, si vraiment vous y tenez. Exemple, Vercingétorix, qui a bien marqué l'histoire. Bon bah voilà, les Gaulois ils avaient pas l'écriture, mais les Romains ils en ont parlé. Alors après, le problème, c'est qu'ils en ont parlé avec un certain regard, celui des vainqueurs sur les nulos de perdants. Alors franchement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, prenez une civilisation qui a l'écriture. Bon, c'est vrai, même sans l'écriture, on peut perpétuer votre nom avec la tradition orale, certes, mais la tradition orale, ça déforme, vous n'êtes pas sûr que votre nom il arrive en entier à la fin, il suffit que ça soit un poète romain qui raconte vos histoires de grec et hop, termine et vous changez de nom. Et en plus, vous risquez d'être mythifié, donc à la fin, il y aura des gens pour douter de si vous avez vraiment existé ou non. C'est chiant. Remarquez, ça peut vous arriver aussi dans une civilisation qui a l'écriture, c'est vrai, si vous prenez l'option lancement de religion. Alors ça, bon, c'est un choix audacieux, honnêtement je déconseille. Alors oui, je comprends, c'est sûr le côté créatif, mégalo et tout, c'est tentant, c'est fun et tout, c'est attractif. Mais le problème c'est que pareil, après vous êtes pas sûr que les fidèles ils s'emballent pas un peu sur votre live, qu'ils rajoutent des miracles et des trucs comme ça. Et avec tout ça, à la fin, il y aura des gens pour dire que vous avez jamais existé. Donc une civilisation qui a l'écriture, mais pas de mégalo, ok ? Alors, petit avertissement quand même avec l'écriture, il n'y a pas de garantie absolue. Il se peut qu'avec le temps, votre langue tombe en désuétude et qu'il n'y ait plus personne pour la déchiffrer. C'est ce qui s'est passé avec les hiéroglyphes, par exemple. Après, on galère pour retrouver ce que ça veut dire. Voire, on retrouve jamais ce que ça veut dire. C'est le cas pour le linéaire A, par exemple, qui est une écriture en Crète qui date de 2000-1500 ans avant notre ère. On n'arrive pas à retrouver. On sait pas. Donc grosso modo, passer un bon millénaire, bon c'est pas super garanti que ça subsiste, mais pas trop d'inquiétude non plus parce que maintenant les civilisations elles sont à peu près toutes connectées entre elles, donc on peut se dire qu'il va y avoir une passation plus facilement. Ok, donc premier pilier vous l'avez, choisissez une civilisation qui a l'écriture. Deuxième pilier, maintenant qu'il y a un outil pour vous raconter, il faut plaire à ceux qui vont raconter. Il faut plaire à ceux qui font l'histoire. Je vous donne tout de suite un incontournable, un indémodable qui marche hyper bien, c'est d'être un dirigeant ou un militaire glorieux. Valeur sûre, valeur sûre. Dès l'Antiquité et pendant très longtemps, c'est l'histoire des grands qu'on veut faire. Et en général, ça va avec l'option richesse et c'est très pratique parce que comme ça, vous pouvez payer les gens qui font l'histoire pour faire l'histoire de votre belle dynastie. Ça se fait pas mal à partir du Moyen-Âge. Comme ça, au moins, pas de surprise, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme j'ai déjà dit. Mais attention, l'argent ça fait pas tout. Et non, car au fil du temps, la façon de faire l'histoire évolue. Et notamment à partir du 19e siècle, l'histoire est instituée comme une discipline scientifique avec une méthode rigoureuse, etc. Là, vous pouvez plus juste payer des gens, parce que du coup, il y a d'autres gens qui en ont fait leur métier et qui vont peut-être parler de vous autrement. Et donc, comme je disais, il faut leur plaire à ces gens qui font l'histoire. Et pour leur plaire, il faut rentrer dans ce qu'on appelle le roman national. Tu as compris la blague ? Pas mal. Alors, le roman national, qu'est-ce que c'est mes petits? C'est le moment de bien écouter car c'est un incontournable. Eh bien, le roman national, c'est une expression qui a été popularisée par l'historien Pierre Nora dans la série d'ouvrages qu'il a dirigée qui s'appelle Les lieux de mémoire et qui, en gros, retrace l'histoire de comment on commémore en France. Bon, alors une petite précision, c'est qu'on va parler du roman national français parce que sur la chaîne vous êtes 80% être en France. Oui, mais globalement c'est la même recette dans toutes les sociétés occidentales. Alors l'historien Nicolas Offenstadt donne cette définition du roman national, je cite, c'est le récit patriotique, centralisateur, édifié par les historiens du 19e siècle tout à la louange de la construction de la nation. C'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous explique. Donc au 19e siècle, on voit un petit peu partout l'émergence du concept de nation. Alors la nation, on mélange un peu ça souvent avec le pays, l'État et tout, qu'est-ce que ça veut dire? Les nations, ce sont des peuples qui se reconnaissent dans une culture, une religion, une langue, une histoire commune, etc. et qui ont le sentiment d'appartenir à un groupe. En gros. Ce qui, à l'époque, n'allait pas forcément de soi, puisqu'il pouvait y avoir plusieurs nations, plusieurs identités régionales sur un même territoire. Il pouvait aussi y avoir des nations qui n'avaient pas de territoire propre, ce qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui. Et le 19e siècle, c'est aussi la construction
construction de la France telle qu'elle est grosso modo aujourd'hui, j'entends par là une république. Sauf que pour en arriver là, on a eu des déboires. Après s'être débarrassé du roi à la Révolution, en un peu moins de 80 ans, on a enchaîné une république, un empire, la monarchie, la république, un empire, la république, et cette fois pour de bon. C'était la troisième république, mais du coup quand elle est réinstallée, à l'époque ça fait pas du tout l'unanimité en France, il y a encore plein de gens qui veulent l'empire ou la monarchie. Il faut donc légitimer ce nouveau régime qui est encore frais et instable et qui a déjà été renversé 2 fois. Et ça passe par plein de trucs, notamment l'histoire. Et justement pour être solide, il faut unifier derrière soi ce peuple très éclectique, aussi bien culturellement que politiquement. C'est pour ça qu'il lui faut une identité, une histoire commune et si possible qui pète la classe. Comme ça, on va superposer les identités régionales pour créer une identité nationale qui repose sur un imaginaire historique commun, dont on va faire plonger les racines dans le passé le plus lointain possible pour dégager une version mythique de la France dont les figures ne font qu'accomplir une destinée naturelle quasi transcendantale. C'est gênant, ouais. Comme le roman national. Bon, ça existait avant, hein. Au Moyen-Âge, les rois de France disaient qu'ils descendaient des Troyens. Oui. Mais donc cette fois, c'est au service non plus d'une dynastie, mais d'une nation. Et ça, on va l'enseigner massivement à l'école pour former plein de petits Français bien patriotiques, avec la même langue, la même histoire, les mêmes ancêtres. Alors ça, c'est un énorme plus, hein. Si vous arrivez à être enseigné, là c'est banco, comme ça vous passez à la postérité par les générations futures. Alors comment avoir son petit personnage dans le roman national et être enseigné aux enfants? C'est maintenant qu'on rentre dans le programme personnalisé. Personnalisé en fonction de vos goûts et de vos envies. Alors il y a quelques stars de notre programme qui ont super réussi, qui pevervous servir d'exemple. Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Henri IV, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle, etc. Alors oui, vous avez constaté un incontournable aussi, mais alors vraiment valeur sûre, prenez l'option homme blanc. Ça, non. Ça non plus. Homme blanc, puissant, dirigeant ou militaire, hein, comme j'ai déjà évoqué, ça a fait ses preuves. La bravoure au combat, ça paye, ça on aime ça. Surtout parce que pendant longtemps, l'histoire, c'est l'histoire des batailles. Donc si vous prenez l'option conquérant, il y a vraiment moyen que ça passe. Napoléon, of course, on s'en remet pas de Napoléon. Et puis on va pas parler de tous les massacres que ça peut impliquer. Non. Si vous avez fait gagner des territoires à la nation, mais ça c'est banco pour le roman national, on adore. Bon, mais après, si vous aimez pas les victoires et tout, je vous ai dit, à la carte, si vous êtes plutôt loser, perdant et tout, ça peut marcher aussi. Pour ça, il suffit que votre profil colle un peu aux actus du moment. Par exemple, en 1870, quand la Troisième République est fondée, donc la France, un peu après, elle se prend une grosse raclée par la Prusse. Et on est content de trouver des glorieux héros du passé qui ont pris des roustes aussi. Donc Vercingétorix, voilà. Et même si les Gaulois, c'est plein de peuples qui, en gros, ont juste l'avantage d'avoir été sur le même territoire que celui sur lequel on est, c'est nickel, ça colle très bien avec cette histoire d'ancienneté de la nation, de peuple fier, de continuité, etc. Parfait. Donc, si vous êtes un loser, ça peut marcher aussi. Tant que vous êtes un militaire, brave au combat, etc., on va kiffer. Par contre, quand même, gardez l'option homme blanc. Ça, vraiment, gardez l'option homme blanc. Parce que même si vous êtes un glorieux militaire, si vous n'êtes pas blanc, on risque de pas se souvenir de vous. Par exemple, le père d'Alexandre Dumas, Thomas Alexandre David de la Pailloterie, qui a pris le nom de sa mère, donc Dumas. Il est né à Haïti en 1792, qu'on appelait à l'époque Saint-Domingue, et qui était déjà depuis longtemps une conquête française. Son père, c'est un aristo français, sa mère, c'est une femme que les sources qualifient de noire ou de métisse. Eh bien, Dumas a été un grand militaire de la Révolution française, mais on l'a pas mis dans le roman national. On l'a totalement oublié. Non. Même si oui, il y a quelques historiens qui l'ont vite fait mentionner à l'époque, mais alors pas le statut, au mieux aller 2 tableaux au 19e siècle à tout péter quoi. Bon, alors c'est vrai que c'est peut-être parce qu'il a été éclipsé par le succès de ses fils et petits-fils, donc les Alexandre Dumas, mais franchement, il aurait pu vraiment, ça aurait pu marcher. Il a remporté des grandes batailles, il est le premier général avec des origines afro-antillaises de l'armée française, et il y a une victoire qui lui a valu le surnom du héros du Mont-Cenis. Il y avait de quoi franchement, il y avait de quoi entrer dans le roman national. Alors c'est vrai aussi qu'à partir de 1802, Napoléon a rétabli l'esclavage, du coup il en a profité pour dégager les soldats de couleur de l'armée, et qu'en plus à cette période, Dumas est devenu un ennemi de l'empereur. Ok, ça n'aide pas. Mais après ça s'est mal goupillé, parce que des fois ça marche d'être l'ennemi du pouvoir en place. Après s'il est renversé, on peut vous ériger en modèle, en martyr et tout. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas blanc, c'est difficile. Prenez l'option blanc franchement. Autre astuce qui marche plutôt bien, c'est la religion. Alors si vous arrivez à vous inscrire dans les codes de la religion dominante de votre nation, c'est tout bénef. Ça marche bien, ça marche très bien. Exemple, Clovis. Déjà, homme blanc roi, chef de guerre victorieux, nickel. Et le baptême, alors là,
Parfait, parfait et bel investissement sur la longue durée. Parce que figurez-vous que c'est qu'à partir de 1896 qu'on célèbre le baptême de Clovis comme un moment fondateur de notre histoire. Donc 14 siècles après, un bel investissement Clo-Clo. C'est parce que 1896, donc on est sous cette fameuse Troisième République qui veut réconcilier tous les Français, donc un peu d'héritage révolutionnaire, ok, mais aussi un peu d'héritage traditionnel. Donc le premier roi chrétien, nickel. Et la religion, c'est tellement une valeur sûre que ça peut même marcher si vous êtes une femme. Parce que bon, l'option femme, hein, on va pas se mentir, c'est quand même se mettre des bâtons dans les roues hein, pour rentrer dans le roman national et marquer l'histoire. À part si vous choisissez femme 2, hein, les femmes de roi et tout ça, ça peut passer. Mais avec la religion, ça fonctionne. Jeanne d'Arc, bim, parfait, voilà. Bon après, si vous n'êtes pas très bataille, religion, etc., il y a des options plus créatives. Donc les philosophes, les grands penseurs, ça marche bien. Les artistes qui ont fait la grandeur de la nation, ça on aime, ça on aime. Alors après, ça dépend de votre style, encore une fois. Hein. Si vous êtes plus poète maudit, marginal, vivre dans la pauvreté, etc., ça peut le faire. On pense à Van Gogh, bien sûr, qui a vendu genre une toile dans sa life, et ben pourtant maintenant c'est un des peintres les plus connus et les plus chers au monde. Ça peut marcher. Mais vous n'êtes pas obligé d'être un crève-la-faim non plus, hein. C'est pas obligatoire. Franchement, si vous voulez vivre dans le confort, c'est carrément possible. Regardez Molière, bon tout le monde connaît bien Molière, bah il se mettait bien avec le roi de son vivant. Voilà, c'est pas obligatoire, mais ça dépend de votre style. Hein. Donc côtoyer les hautes sphères, ça peut être un plus, hein, ça peut marcher, mais attention, hein, dans tous les cas, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir évidemment du talent, mais pas seulement du talent, aussi un truc novateur en art, pour qu'on se rappelle de vous. En fait, si vous êtes juste doué, mais que vous apportez rien de nouveau, c'est possible qu'à la postérité, on oublie votre taf ou on le discrédite, etc. Par exemple, au 19e siècle, on a tout ce qu'on appelle les peintres pompiers, comme Gérôme, tout ça, qui sont très académiques. Bon, ben eux, de leur vivant, ils se mettent très bien, ils sont, voilà, ils ont plein de commandes d'État, ils sont reconnus, mais à la postérité, bah, ça a pas trop marché, quoi. Ils sont plutôt tombés en discrédit, même s'il y a une tendance récemment un peu à les réhabiliter. Donc attention, il faut quand même être novateur. Si vous n'avez pas trop la fibre artistique, être un scientifique, un découvreur, un inventeur, un explorateur, etc., ça aussi, ça marche bien. Être le premier à avoir inventé et découvert ceci, genre regardez Pasteur. Pasteur, nickel, est connu de son vivant aussi. Hein. Et les inventions et le progrès scientifique, bah ça, c'est quand même plutôt un investissement assez sûr aussi parce que même si de votre vivant, votre travail est pas trop reconnu ou plaît pas à tout le monde, hein, vous connaissez tous l'épisode de Galilée, bah plus tard, il est fort probable qu'on se rende compte et que du coup, vous rentriez dans l'histoire. Alors à condition que ça date pas trop non plus, parce que sinon éventuellement on va pas vous retrouver ou on va attribuer votre travail à quelqu'un d'autre ou on va dire que c'est les extraterrestres qui l'ont fait. Alors par contre, attention avec la branche scientifique, hein, ça marche bien, hein, c'est assez efficace, mais évitez l'option femme. Ça marche pas très bien l'option femme dans ce milieu-là. Au mieux, on met en avant votre travail avec celui de votre mari. Vous voyez, Marie Curie par exemple, même si c'est elle qui a fait le gros du taf, pendant très longtemps on lui collait son mari dans les pattes pour évoquer son taf. Bon, il a pas rien fait, hein, qu'on s'entende bien, hein, mais clairement c'est pas le même level quoi. La meuf, elle est quand même encore aujourd'hui la seule personne à avoir reçu un prix Nobel dans 2 domaines scientifiques différents. Et ouais. Bon, mais voilà, on les a panthéonisés tous les deux. Ah, le Panthéon, tiens, faut qu'on en parle. Option un peu bling bling. Oui, je sais, c'est tentant le Panthéon. Ça pète plutôt la classe et tout, ok. C'est pour récompenser les grands noms de la nation. Bon, jusque-là, ça a l'air plutôt pas mal. Mais en vrai, si je vous dis Jean-Baptiste Baudin, Emmanuel Crété, Jacques-Germain Soufflot, c'est le premier architecte du Panthéon. Jamais mieux servi que personne même. On est d'accord, vous savez pas qui sont ces gens. Donc, rentrer au Panthéon, c'est stylé, c'est plutôt classe, mais c'est pas du tout une garantie d'efficacité. Hein. Alors oui, hein, y a aussi des Zola et des Voltaire qu'on connaît, hein, mais franchement, c'est pas, non, voilà, c'est pas une valeur sûre, quoi. En plus, c'est super sélect pour y rentrer, c'est le président de la République qui choisit, il faut coller à ses goûts, sa vision politique, etc. Franchement, c'est chiant et c'est bling bling pour rien. Et puis, n'ayez pas trop la folie des grandeurs, ça peut vous jouer des tours. Regardez Pétain. Franchement, on partait bien. Homme blanc, militaire, il a fait Saint-Cyr, une carrière militaire méritoire. Pendant la Première Guerre mondiale, il devient maréchal, il récolte le surnom de vainqueur de Verdun. Bref, si Pétain, il s'était arrêté à la Première Guerre mondiale, on aurait encore plein de rues, de places, de boulevards Maréchal Pétain. Comme Joffre, quoi, qui était aussi à Verdun. Mais non, le mec, il a voulu aller trop loin. Il faut savoir s'arrêter à temps. Donc on vient de voir plein d'options pour s'inscrire dans le roman national et être un héros de la nation, mais il faut prendre des précautions. Car même si vous êtes bien inscrit dans le roman national, vous n'êtes pas à l'abri d'être déconstruit. Et oui, les sociétés évoluant, leur regard sur leur passé aussi, et ça fait déjà plusieurs décennies que le roman national est remis en cause.
surtout à partir des années 60-70, et cela pour plusieurs facteurs. D'abord, il y a la décolonisation qui apporte un contrepoint idéologique à la grande mission civilisatrice de la France, sur la grandeur du pays, tout ça, et un regard critique sur le pouvoir. C'est aussi une période de renouveau des régionalismes, donc l'idée très centralisée de la France, l'ancienneté de la nation, son unité, etc. c'est aussi questionné. Et puis il y a mai 68, qui fout un gros coup de pied idéologique dans tout ça, et qui remet une bonne couche sur la critique du pouvoir, la belle histoire de France bien lisse, etc. Se développe donc l'idée que toute cette grande histoire, ce n'est pas quelque chose qui va de soi, et aussi qu'on a besoin et envie de faire autre chose que l'histoire des grands. Et par-dessus cela, dans les années 90, s'impose l'idée que les nations, c'est des constructions aussi, et pas des essences en soi. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les historiens se mettent à employer couramment l'expression roman national pour expliquer tous les procédés que je viens de vous décrire dans la fabrication de l'histoire. Bon, petit bémol quand même, le roman national a encore de beaux jours devant lui, il est encore défendu par plein de gens, vous inquiétez pas, et il imprègne largement les mentalités. Ça se voit notamment dans les médias, surtout quand le vulgarisateur numéro 1 en France est un mec ouvertement royaliste. Mais quand même, à partir des années 60-70, donc on s'intéresse quand même à des nouveaux modèles. Et c'est tous les contre-héros qui sont différents des héros traditionnels qui rentraient jusque-là dans les cases du roman national. Donc c'est les héros des résistances, mutineries, lutte coloniale. C'est là qu'on a les Louise Michel, Jean Moulin, Mandela, Gandhi, etc. Et c'est là le moment du programme où vous pouvez exprimer votre créativité. Si vous êtes original et que vous voulez pas les modèles classiques, testez l'option femme, l'option rebelle, testez l'option non blanc. Maintenant, vous pouvez coller aux nouvelles valeurs que la société veut porter. Je pense par exemple à Ada Lovelace, dont on parle pas mal maintenant, parce qu'elle est une sorte de pionnière en informatique et une femme. Donc ça colle au nouveau récit qu'on veut raconter, au nouveau modèle qu'on veut avoir. Nickel. Et c'est là aussi où, éventuellement, si vous êtes une femme, on va arrêter de vous raconter avec votre mari, comme pour Curie. Après, c'est un pari, c'est sûr, c'est pas facile. Faut réussir à anticiper vers où la société va évoluer. Voilà, faut être un peu visionnaire. C'est plutôt l'option confirmée, je dirais. Mais ça vaut le coup de s'y pencher. Parce que le problème avec les sociétés et leurs valeurs qui évoluent, c'est que même si vous avez pris le schéma traditionnel plutôt efficace d'habitude, donc vous n'êtes pas à l'abri d'être déconstruit. Regardez Colbert. Colbert. Colbert, il y avait tout. Homme blanc, grand homme d'État, ministre de Louis XIV, méga politique économique, des noms de rue et des statuts en veux-tu, en voilà. Sauf que il est à l'origine du code noir qui légifère l'esclavage dans les colonies. Et maintenant, c'est la dégringolade. Et oui, lorsque les curseurs moraux de la société évoluent, vous n'êtes pas garanti d'avoir votre statut sauvegardé. Comme cet été, notamment avec le décès de George Floyd sous les violences policières aux États-Unis, et du coup, toutes les figures du colonialisme en ont pris un coup. Quick, la statue de Christophe Colomb aux États-Unis, plus près de nous en Belgique, la statue du roi Léopold II déboulonnée à cause de ses exactions dans la conquête au Congo. Pourtant, ça partait bien. Homme blanc roi, bon voilà, la vieille recette a aussi ses limites. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'en France, on est encore largement assez conservateur. Bon, déjà, Macron, il a dit que c'était hors de question de déboulonner ou rebaptiser les rues. Et même les historiens sont avec vous sur ce coup. Du moins certains. 5 d'entre eux ont fait une lettre ouverte dans Le Monde en juin 2020 pour crier au scandale quant au déboulonnage des statues. Il s'agit de Jean-Noël Jeanneney, Mona Ozouf, Maurice Sartre, Annie Sartre et Michel Vinocq. Donc ce sont tous des historiens renommés, dont personnellement j'aime beaucoup les travaux, que j'ai utilisés pour certains pour ma thèse, et qui sont estampillés plutôt à gauche. Eh bien, ils s'insurgent contre le déboulonnage en brandissant un grand argument, l'anachronisme. Donc selon eux, il faut remettre les grands hommes dans le contexte de leur époque, où les valeurs colonialistes sont monnaie courante, parce que sinon, on va plus avoir grand monde à qui rendre hommage. Eh oui, parce que c'est ça le rôle de l'histoire, rendre hommage. Non, normalement, précisément, depuis la déconstruction du roman national, on a bien dépassé ça. Sauf que là, à mes yeux en tout cas, en s'exprimant en tant qu'historien et en utilisant l'argument de l'anachronisme, c'est précisément ce qu'ils font, confondre faire de l'histoire et rendre hommage. Oui, une statue, un nom de rue, c'est afficher des valeurs dans l'espace public, c'est créer des symboles, les utiliser, et donc c'est précisément rendre hommage, mais pas faire de l'histoire. Et il n'y a absolument rien de nouveau dans le fait que les symboles, ils évoluent avec le temps et avec la société. C'est inévitable et c'est pour le mieux. Je pense pas que nos historiens, ils auraient trouvé normal qu'on laisse des noms de rue et des statues de Pétain justement. Ce qui est quand même assez fou à mes yeux, c'est que parmi eux, il y a des spécialistes de la Révolution et qu'on dirait qu'ils ont totalement oublié que justement, depuis la Révolution et pendant tout le 19e siècle, on passe notre temps à déboulonner, précisément. Et oui, ça a toujours été comme ça, si on veut utiliser cet argument. Comme on passe notre temps à changer de régime, hop, on enlève les statues du roi, on sort les bustes de République, ensuite on passe dans l'Empire, donc on range les bustes de République, on sort ceux de l'Empereur, ensuite c'est la République, donc on range les bustes d'Empereur, on sort ceux de la République, on refond les statues, on les déboulonne, pareil, la même
même. Il y a même des sculptures où on remplace allègrement le visage d'un dirigeant par un autre. Par exemple au Louvre, sur l'un des frontons de l'aile est de la cour carrée, vous pouvez voir une statue d'Athéna, oui c'est pour ça que je la connais, qui couronne un buste de Louis XIV. Mais à la base, quand le fronton a été réalisé en 1808, c'était un buste de Napoléon. Sauf qu'après, chute de l'Empire, restauration de la monarchie, on enlève Napoléon et on fout Louis XIV à la place. Et oui, actualiser les symboles, ça date pas d'hier. Et pourquoi pas si ça colle mieux aux valeurs qu'on veut afficher dans l'espace public. Mais il semblerait que même les historiens de gauche aient du mal à se défaire de leurs symboles et de leur roman national. Bref, mais heureusement pour notre objectif, et contrairement à ce que eux n'ont peut-être pas compris, avoir sa statue déboulonnée, ça ne veut pas du tout dire sortir de l'histoire et être oublié. C'est pas parce qu'on vous rend plus hommage qu'on va vous oublier, qu'on va plus vous étudier, qu'on va plus vous enseigner, simplement pas de la même façon. Et oui, on peut placer votre statue dans un musée pour s'en rappeler, parce que ça fait partie de l'histoire, bien sûr. Et c'est là qu'on en arrive au point ultime de mon programme La Carte Maîtresse. Le mieux, le plus efficace pour rentrer à coup sûr dans l'histoire et y rester, c'est d'être un très grand méchant. Une grosse merde humaine. Hitler. Bah évidemment Hitler, bien sûr. Méga star du programme. C'est le personnage historique allemand le plus connu et de très loin. Et pourquoi ça marche? Grâce à ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Donc en fin de compte, si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est ce point et c'est le troisième pilier. S'inscrire dans le devoir de mémoire. C'est un concept qui est apparu dans les années 90 à propos de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de la Shoah et qui s'est étendu à d'autres événements de l'histoire. Et c'est le moment où on a commencé à déterrer ce qu'on préférait taire avant, les gros traumas, et à sortir de ce qu'on appelle l'amnésie collective. C'est par conséquent aussi le moment où les États ont commencé à reconnaître, à assumer leurs responsabilités. Par exemple, le fameux discours de Chirac en 95 reconnaissant enfin la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. On a dit ok, il faut reconnaître et ne plus oublier pour plus jamais que ça recommence. Le devoir de mémoire. Alors voilà, traumatiser les gens, comme ça ils voudront plus jamais vous oublier, même s'il y a une petite période de déni. Et comme ça, voilà, on s'emmerde plus avec nos histoires d'être déconstruit ou pas, d'être un héros ou pas. On peut y aller à fond dans la mégalo. Plus de limites, hein, comme je disais tout à l'heure avec la religion et Pétain. Bah en fait, Pétain, en fin de compte, vous voyez, on n'est pas prêt d'oublier finalement. Et allez-y, hein, allez-y Franco. Haha, Franco, jeu de mots. Hein, Hitler, pour ne citer que ça, parmi tout ce qu'il y a eu, c'est l'extermination de 5-6 millions de juifs. Staline, c'est des millions de morts et de déportés. Bref, je vous fais pas tout le tableau des Pol Pot, Mussolini, etc. Parce que vous connaissez. Et oui, précisément, c'est ça mon point. Vous connaissez. Ils ont fait fureur. Et en plus, si vous y tenez à vos statuts et tout, bah il suffit que votre régime soit pas encore renversé. Vous pouvez les garder, hein, ça peut rester longtemps. Regardez Mao en Chine. Bref, vous avez compris les 3 piliers du programme pour entrer dans l'histoire. 1. Être dans une civilisation qui a l'écriture. 2. S'intégrer dans le roman national. 3. Si le roman national est déconstruit, s'intégrer dans le devoir de mémoire. En étant un putain de monstre. Abonne-toi! Vous avez aimé le programme pour rentrer dans l'histoire? Eh bien n'hésitez pas à le soutenir financièrement sur Tipeee. Ce sont ces dons aussi qui nous permettent d'éviter les placements de produits autant que faire se peut et de ne pas faire des publicités pour des trucs qu'on n'a pas envie de faire la publicité, ça veut rien dire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram en tapant Manondril QA-C-U-A-H comme vous êtes d'une autre histoire. Vous trouverez des photos, des coulisses, des tournages, de ma life puisque c'est ça Instagram, n'est-ce pas? Et aussi des effets de montage que j'aime bien faire, des petites animations et des stories incroyablement drôles. Un humour raffiné. C'est faux. Tu vois, je suis prête pour le parcours. T'as pété ou c'est la chaise? Ouais. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de ce programme, mais vous avez bien raison de l'avoir fait car maintenant, vous détenez les clés pour entrer dans l'histoire. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre histoire, justement. Vraiment.